Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast du football asiatique de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, tant additionnels, Bola Latina ou bien Efrikia. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site lucarneopposé.fr. Aussi, chers amis, sachez que le 9e numéro de Lucarne Opposé est désormais disponible, un numéro consacré aux rencontres entre continents, quelles furent des tournées ou des mélanges des genres entre confédérations. Nous vous racontons 7 histoires où Am Sud et Europe, Afrique et Asie, Europe et Afrique, Europe et Océanie ne furent qu'un. Enfin, pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarne Opposé, il vous est possible de le faire via le site Utip, dont le lien est dans la description de cet épisode, soit en nous faisant décider directement un don, soit en regardant une courte réclame dans son intégralité, ce qui ne vous coûtera pas un rond. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr de partager notre contenu en masse. À Lucarne Opposé, on ne doute pas une seconde qu'il n'aura pas échappé à vos yeux experts, chers auditeurs, que le contingent coréano-japonais dans les championnats européens le contingent a explosé depuis quelques années, notamment dans notre bonne vieille Ligue 1. Comment peut-on expliquer cette soudaine profusion ? Comment cet exode est-il perçu depuis ces deux pays ? Et c'est pour répondre à ces questions que l'AFC Corner retrouve ce cher Baptiste Mourigal, notre maître escaligue et guerrier taïgou. Comment vas-tu, Baptiste ? Bonjour tout le monde, ça va bien et toi ? Ça va très bien, je te remercie. Et nous serons également accompagnés d'un nouveau venu à la rédac, Nicolas. Nicolas, comment d'ailleurs ? Salut Simon, bonsoir à tous. Alors Nicolas Troscor de mon vrai nom. Donc très heureux d'être maintenant sur Lucarne Opposé pour cette nouvelle saison 2020. Très bien, et oui Nicolas, le monde de Twitter et les suiveurs de Tout le monde s'en fout te connaissent déjà et tu as rejoint l'aventure Lucarne Opposé. Tout à fait, et je me permets juste aussi de rappeler que comme Baptiste, je tiens mon petit compte Twitter sur l'actualité du football de mon pays d'adoption entre guillemets. Le Japon. Donc J-League FR ou K-League FR, et voilà. Voilà. Bien messieurs, une question simple pour commencer. Est-ce un trompe-l'œil franco-français ou bien y a-t-il véritablement plus de joueurs coréens et japonais en Europe depuis quelques années ? Je vais laisser Nicolas en parler pour le Japon, honneur à lui, et puis je répondrai après. Ah, c'est trop gentil. Bah écoute, je dirais que pour ce qui concerne vraiment les joueurs japonais, donc en particulier, il y a eu quand même un avant et un après Coupe du Monde 2010, je dirais. Alors pas forcément seulement avec le championnat de France, mais plus avec les différents championnats européens. C'est vraiment la Coupe du Monde 2010 qui a donné un peu un second souffle un peu à la vague qui va de l'Asie de l'Est vers l'Europe, avec des joueurs qui se sont vraiment révélés comme Keisuke Honda à l'époque ou qui étaient déjà en Europe pour la Coupe du Monde 2010. Ensuite, on a eu Shinji Kagawa et Yuto Nagatomo, tout ça, qui ont débarqué très rapidement et qui ont eu un certain succès et qui ont vraiment initié en fait le regain d'intérêt des clubs européens vers les joueurs japonais qui étaient jusque-là quand même assez peu nombreux et pas vraiment couronnés de succès en Europe. Donc c'est vraiment à partir de cette période-là, c'est sur les 10 dernières années qu'on a connu un petit peu ce regain d'intérêt. Voilà. C'est donc voilà, tu me confirmes que c'est pas un trompe-l'œil, même son de cloche pour la Corée, Baptiste ? Oui, globalement c'est la même chose. On a aussi attendu l'après 2010, donc je pense que ce qui est vrai pour le Japon a forcé les recruteurs et les regards à aussi s'intéresser à la Corée, parce qu'en Asie, à cette époque-là, les deux meilleurs championnats, c'est toujours aujourd'hui le cas, c'est le Japon et la Corée. Donc quand il y a eu ce mouvement pour le Japon, forcément ils se sont intéressés aux joueurs coréens qui à la fois étaient au Japon et puis en Corée. Et on a vu des arrivées de nouveaux joueurs. Alors, on en avait eu déjà avant qui ont explosé, Park
Park Cho-young en France, mais surtout Park Ji-sung, Lee Yong-pyo qui étaient des joueurs assez renommés, puis il y a Son Heung-min qui a commencé à remonter, et après on a été en chercher d'autres comme Ki Sang-young, comme Puja Chol, Ji Dong-won. Et voilà, et globalement, la tendance, ça fait que aujourd'hui, on en recrute de plus en plus et de plus en plus jeunes aussi. D'accord. Est-ce que c'est une question de niveau, d'un palier qu'auraient franchi ces deux nations, ou d'un changement de regard, d'une ouverture d'esprit de la part des Occidentaux ? Écoute, je dirais qu'il y a un petit peu des deux pour avoir une réponse de Normand que je suis. Je pense que quand même, au niveau des championnats asiatiques, et donc pour nous en particulier japonais et coréens, a singulièrement augmenté ces dernières années. C'est une tendance de fond, à mon avis, qui est assez nette. C'est quelque chose qui n'a pas échappé aussi aux recruteurs européens qui ont bien marqué cela. Et c'est sûr que les choses se sont faites de plus en plus naturellement aussi. Il faut dire que ce qui aide aussi les clubs européens à franchir ce pas, c'est évidemment donc le niveau des joueurs qui augmente. C'est des garçons qui, la plupart du temps, ne sont pas connus pour faire des vagues via leur mentalité. Et c'est aussi des garçons pour lesquels leur club d'origine asiatique ne demande pas des sommes exorbitantes, qui permettent aussi aux 10 clubs européens de tenter des coups. C'est un peu tout ça qui a permis au fil des années, que cette tendance se développe, et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a jamais eu autant de joueurs japonais en Europe actuellement, si bien que d'ailleurs la fédération pense à ouvrir une sorte de bureau en Europe un peu pour avoir une sorte de soutien un petit peu aux joueurs européens, entre guillemets européens et japonais, donc pour avoir des différents soutiens, un petit peu logistiques, etc. Tu es d'accord avec ça, Baptiste ? Il y a surtout, oui, je suis d'accord, et puis il y a surtout cette sacro-sainte idée qu'en recrutant un asiatique, on va en faire un produit marketing, aller chercher de nouveaux marchés en Asie. Voilà, alors que c'est très bien qu'avant que le joueur devienne une immense star, il y a beaucoup de temps. Tout le monde aujourd'hui, je pense que Nicolas va pas me contredire, mais pour le Japon, il y a Honda, Kagawa qui sont vraiment très connus, mais la véritable star en Asie, c'est Son Heung-min. Et aujourd'hui, c'est pas parce que tu vas recruter un Coréen ou un Japonais que tu vas aller vendre des maillots, vendre tant de choses, que ton club va être super connu. Alors oui, les mordus de foot vont le connaître, mais c'est pas du niveau de Son Heung-min. Pour arriver à ce niveau-là, il en faudra du temps, il y a beaucoup de temps. Son Heung-min, il est en Europe depuis plus de 10 ans. Et puis c'est une star, une vraie star. C'est pas la petite star qui va faire 2-3 photos en allant dans la rue. Donc il y a aussi cette idée-là d'aller chercher un marché. Et puis on l'a vu surtout avec la Chine. Maintenant les clubs européens vont en Chine, vont faire leur tournée là-bas. On a vu la Juventus faire le K-League All-Star Game. Donc voilà, il y a cette volonté d'aller chercher des nouveaux marchés. Donc on prend un joueur local, on le met dans l'équipe et puis on se dit ça va aider. Alors que grosso modo, je suis allé à Séoul, j'ai pas vu un maillot de Dijon quand Kwon Chang-won est arrivé. Il y en a pas. Voilà, alors t'en as de Son Heung-min dans toutes les boutiques Nike. Voilà, l'aura pas de ça, c'est évident. Voilà, ils ont cette idée-là. Après, c'est bonne ou pas bonne, nous on s'en fiche. Ça nous permet d'avoir des joueurs coréens et japonais de venir progresser en Europe. Mais derrière, il faut pas qu'ils essayent de nous le vendre comme un produit marketing. Ça va pas marcher tout de suite. Surtout si tu le vends là, il a 26 ans, quoi. Ouais, je pense qu'il y a quand même pas que le marketing. Je pense par exemple à je me souviens jamais quel Red Bull c'est, si c'est le Salzbourg ou Leipzig, où il y a Wang Yi-chan, voilà, c'est Salzbourg, où il y a Wang Yi-chan. Là c'est clairement une recrue de niveau. Il n'y a pas que du marketing là-dedans. Oui, parce qu'ils l'ont pris très jeune et avant que toute cette, on va dire entre guillemets, hype est créée. C'est-à-dire que les joueurs sont arrivés très jeunes. Donc là, tu vois, on a des générations de joueurs qui sont arrivés très tôt en Europe, un peu comme Son Heung-min l'a fait. Son Heung-min n'a jamais joué professionnel en Corée. Et Salzbourg a fait la même démarche que Hambourg, c'est-à-dire qu'ils sont allés en Corée recruter des jeunes. On en a eu plein, après ça marche ou ça marche pas, mais on en a eu plein. On a Wang Yi-chan à Salzbourg, on a eu Ryu Sang-woo à Leverkusen, on a eu en Espagne, on a eu Lee Sang-woo, Paek Sang-ho, et on en a eu un troisième dont j'oublie toujours le nom, mais lui qui s'est complètement craché. Et les Japonais, c'est à peu près la même chose. Takefusa Kubo, ils sont été le chercher très tôt au Barça. Donc c'est sur ces joueurs-là qu'on peut espérer avoir un produit marketing, parce que ces joueurs-là sont, ils vont être formés, on va les suivre depuis très longtemps. Ils risquent d'exploser plus rapidement qu'un joueur qui a évolué
en Corée et qui va arriver dans un petit club entre guillemets en Europe, parce qu'il n'y en a pas qui font le grand saut tout de suite. Et avant que ça devienne une grande star, là il y a du temps. D'accord. D'ailleurs, tu parles de jeunesse, de talent. Tu l'as dit à propos de Kubo, les joueurs coréens et japonais partent de plus en plus tôt. Est-ce qu'on risque de voir les talents japonais et coréens partir beaucoup de plus en plus jeunes vers les clubs européens, comme c'est déjà le cas, tu vois, en Afrique ou en Amérique latine, parfois sans même évoluer avec une équipe pro du championnat local, tu vois, passant d'un centre de formation à l'autre? Alors si je peux me permettre, c'est vraiment une tendance récente au niveau du Japon. Takefusa Kubo, donc on en a parlé, c'est un bon exemple. Il faut savoir qu'il a signé pro très rapidement avec son club de J-League qui était alors le FC Tokyo. Et il était clairement, depuis le début, prévu qu'en fait son contrat se termine le jour de son 18e anniversaire, pour qu'ensuite il puisse négocier directement avec les clubs au niveau mondial. Et ce qui n'a pas raté, vu qu'évidemment le Real Madrid, le Barça, le PSG et tout un tas de gros cylindres sont venus tout de suite à son chevet. Il sortait de 6 mois assez extraordinaires à Tokyo à 17 ans et demi donc. Et donc ça s'est fait comme ça. Et forcément, là, c'était quelque chose qui était prévu avec Tokyo, donc il ne pouvait rien faire. Donc, c'est quelque chose qui a commencé avec Kubo, mais c'est quelque chose qui est en train un petit peu de monter. On a encore eu un exemple pas plus tard que cet hiver. Avec le jeune Yamato Akatsuki qui a quitté son club de Shonan, qui est parti finalement au FC Sion en Suisse pour un prêt de 2 ans. Alors, on débattrait une autre fois de l'intérêt de ce mouvement, mais c'est vraiment quelque chose qui devient un petit peu de plus en plus fréquent. Donc, vraiment les meilleurs jeunes, très jeunes même, donc qui partent très rapidement à leurs 18 ans vers les clubs européens. C'est une tendance qui, personnellement, m'inquiète forcément en tant qu'amateur de J-League et de voir ce genre de choses, parce que c'est des joueurs, au final, qu'on n'a pas vu quasiment dans notre championnat, alors qu'ils ont 18 ans. C'est vraiment des gamins, ils ont tout à apprendre. On sent qu'ils sont talentueux, mais on n'en profite pas et on a peur un petit peu de voir ce qui va se passer pour la suite aussi pour ces joueurs-là. Et aussi, évidemment, pour le championnat qui n'est de moins en moins capable de conserver vraiment les top jeunes comme Kubo ou Akatsuki, ou le prochain, ce sera sûrement Jun Nishikawa du Cerezo qui est déjà suivi par soi-disant le Barça. Donc c'est une tendance qu'il faut surveiller et qui est un petit peu inquiétante, je trouve. C'est pareil pour les Coréens, Baptiste, sachant qu'il y a toujours en Corée le problème pour les sportifs du service militaire. Alors oui, il y a toujours ce problème-là. Après, on connaît les moyens d'y échapper, donc ça rassure un peu plus les clubs, surtout qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'avec ils arrivent à sortir actuellement un grand joueur ou un futur grand joueur par génération, donc ils savent très bien que ce type-là, en allant dans l'équipe, va les aider à avoir une médaille d'or. Donc s'ils en recrutent, ils pensent que le joueur va aller dans les équipes de jeunes et pouvoir obtenir son exemption. Donc oui, effectivement, on en voit de plus en plus. Et puis surtout en Corée, ce qui les marque, les jeunes joueurs, c'est Son Heung-min. C'est-à-dire que Son Heung-min a eu un parcours complètement atypique. Son père n'a pas voulu qu'il s'entraîne avec le FC Séoul parce qu'il considérait que les entraînements étaient pas bons. Donc il a pris son fils, ils sont partis en Allemagne et il s'est entraîné à Hambourg. C'est-à-dire que dès 16 ans, lui, il était déjà en Europe. Et il y a beaucoup de joueurs en Corée qui ont cette image et qui veulent faire la même chose. On a aussi Lee Kang-in avec Valencia qui fait pareil. On a eu Lee Sang-woo, Paek Sang-ho qui n'ont jamais joué en Corée. On a Jung Woo-young actuellement au Bayern Munich qui fait la même chose. Donc les joueurs s'imprègnent de Son Heung-min qui est vraiment leur idole pour essayer de faire la même chose et avoir la même carrière. Donc on les voit vraiment partir de plus en plus tôt et puis les agents qui sont autour les forcent aussi à partir parce que derrière forcément il y a des histoires de sous et puis tout le monde s'en félicite parce qu'on va considérer que d'aller jouer en Europe c'est toujours plus gratifiant que de s'enterrer en K-League et puis surtout qu'en K-League c'est que très récent qu'il y a un championnat de jeunes qui fonctionne annuellement parce qu'avant ça pouvait être annulé à tout moment s'il n'y avait pas assez d'équipes. Donc voilà, c'est une garantie de progresser et ensuite d'avoir une chance de jouer au plus haut niveau. Après, ça marche pas, ça c'est un autre sujet. Il y en a plein qui sont partis, qui n'ont jamais réussi. Il y en a qui sont allés au Real Madrid, on les a jamais vus. Il y en a, donc j'ai retrouvé le nom, c'est Jean Gyölgy qui était parti au Barça. Aujourd'hui, il est revenu à Pohang, on l'a jamais revu. Enfin voilà, mais ils ont cette envie de faire comme Son Heung-min et puis surtout de progresser. Donc on en a qui partent
Croatie, il y en a qui partent à Chypre, il y en a qui partent en Espagne, au Portugal, voilà. Ils vont un peu partout, il y en a beaucoup en Allemagne. Voilà, c'est l'Europe à tout prix, c'est vouloir jouer en Europe, connaître l'Europe. De toute façon, dès qu'ils commencent leur carrière, leur volonté, c'est de jouer en Europe. En Europe, le football est meilleur. Alors ça, c'est vrai pour certains championnats, pas partout, parce que je suis pas convaincu qu'un championnat, par exemple chypriote, soit meilleur que la K-League. Bref, c'est voilà, ils veulent tester ce côté européen, et en partant jeunes, ils se disent que ça va les aider à devenir la grande star future qui va être le relève de Son Heung-min. Et d'ailleurs, avec du coup cette envie absolue d'aller en Europe, j'imagine que les grands réseaux d'agents, on pense évidemment à Mino Raiola, Jorge Mendes, commencent à s'intéresser à ces joueurs-là, à cette région-là. Alors là, je suis pas sûr. Surtout pas encore. Non, je pense pas encore. C'est vraiment local. Hein. Ouais, c'est surtout des agents coréens qui arrivent à trouver des liens avec des agents européens qui ont des bureaux en Corée, au Japon, il y en a certains. Et par ces petites relations, ça va dans des clubs. Et puis voilà. Après, ça se rencontre aussi lors des tournois internationaux, parce qu'il y en a de plus en plus. Il y a des jeunes joueurs avec des jeunes équipes, par exemple allemandes, qui viendraient en Corée participer à ces championnats. Et puis voilà, ça se fait vraiment au contact. Mais il n'y a pas encore de gros recruteurs comme on les connaît en Europe qui vont prendre le lead sur les joueurs. De toute façon, eux, ce qui les intéresse, ce sont des joueurs à forte valeur. Donc, ça sera plus un Brésilien qui est très tendance, un Coréen ou Japonais tendance. Ça vend pas encore. Tu vois, il n'y a pas cette garantie du joueur brésilien. Alors que le joueur brésilien, tu sais que déjà de base, si tu veux le recruter, il faut aligner l'argent. En Corée-Japon, tu donnes 1 million, c'est limite si on te le livre pas, le garçon. Tu vois. Donc, c'est différent. Il n'y a pas encore ce truc-là, et je trouve que c'est plutôt pas mal qu'il n'y ait pas encore ça, parce que les mecs peuvent avoir un minimum les pieds sur terre à un certain moment. Enfin, ça dépend pour certains, mais au moins, il n'y a pas toute une ambiance délétère autour des jeunes. Quoi. Il y en a aussi certains qui peuvent être très mal conseillés au Japon et en Corée. Ça c'est un autre sujet, mais là, il y en a beaucoup. Hein. Par exemple. Je vais laisser Nicolas, parce qu'on a j'en ai quelques-uns, oui, j'en ai un qui, par exemple, notre ami Yosuke Ideguchi, pour ne pas le citer, qui était, c'était il y a environ un peu plus de 2 ans maintenant, qui est donc titulaire au Gamba Osaka en J-League, qui s'impose de plus en plus en équipe nationale et qui, à la fin de la saison, voulait à tout prix faire le grand saut vers l'Europe. Sauf que son agent l'a aidé en ce sens, a fait pression auprès du club et n'a rien trouvé de mieux qu'en fait lui arranger un transfert du côté de Leeds United en Angleterre. Donc en soi on se dit c'est bien. Sauf que le problème c'est que pour les joueurs hors communautaire, hors UE, vous savez il fallait un permis de travail pour évoluer en Angleterre en tant que joueur professionnel. Yosuke Ideguchi ne l'avait pas. Ils ont quand même validé le transfert. En se disant, mais c'est pas grave, dans ce cas-là, on va juste le prêter pendant 6 mois, le temps qu'il ait ses sélections suffisantes, et puis on va le récupérer. Sauf que ils l'ont prêté en D2 espagnol à Leonesa. Ça s'est mal passé, il s'est blessé, il n'a plus été appelé en sélection, et finalement, il n'a jamais joué un seul match avec les United. Et puis finalement, il est retourné en J-League l'été dernier. La queue entre les jambes, si j'ose dire, au Gamba Osaka, et c'est un exemple, alors un petit peu extrême quand même. Ça se passe pas aussi mal, évidemment, pour tous, mais c'est vraiment un cas d'école, comme disait Baptiste, du transfert vraiment poussé au maximum vers l'Europe, sauf qu'il n'y avait pas assez de réflexion derrière et que ça fait n'importe quoi. Et il y a aussi plus récemment, donc l'été dernier, quelque chose qui me turlupine un petit peu, c'est aussi l'arrivée de Hiroki Abe au Barça. Donc très jeune espoir du football japonais, 20 ans, champion d'Asie avec Kashima, et qui ont bien considéré comme un des meilleurs espoirs du football japonais, qui débarque donc au Barça, mais pour jouer avec l'équipe B, en 3e division. Donc l'intérêt est quand même relativement limité. Pour un tout jeune garçon de 17 ou 18 ans, je peux comprendre, mais là, à 20 ans, il y a quand même un écart. C'est un peu vieux. Il y a moins de temps à perdre, entre guillemets, et jouer en 3e division, c'est pas non plus quelque chose de mieux que de jouer en J-League, excusez-moi. Donc, au final, c'est des transferts qui sont très discutables. Il a joué 6 mois, donc cette saison, au Barça B, en 3e division. Il a mis 4 buts, et puis il s'est blessé, sa saison est terminée. Donc,
c'est ce genre de mouvements qui peuvent arriver, qui peuvent aussi être très rédhibitoires pour la carrière d'un joueur. J'espère qu'Hiroki Abe s'en remettra, mais c'est une saison entre guillemets déjà tronquée pour lui. Voilà. Alors c'était vraiment, et c'est toujours d'ailleurs un grand espoir du football japonais. Baptiste, j'imagine que tu as des crashs similaires en Corée. Bah oui, je pense que le plus flagrant, alors après c'est pas lui un transfert direct, mais c'est Lee Sang-woo, c'est-à-dire que le gars est arrivé très jeune au Barça, il a battu des records de buts plus que Messi, donc on en faisait un grand crack du football sud-coréen. Et le jour où le Barça a dit bon bah finalement tu fais pas l'affaire, il faut que tu t'en ailles. Et lui, il a rien trouvé mieux que d'aller s'enterrer au Hellas Verona, donc en Serie A, alors que le championnat italien n'est pas du tout fait pour son style de jeu. Donc déjà là, il a commencé à souffrir. Il a fait quand même beaucoup de matchs, mais il a eu beaucoup de mal. Et quand il a compris que ça serait pas bon pour lui, il a cherché un autre club et il s'est retrouvé maintenant en Belgique. Donc là, il est en train de faire enfin, c'est même pas le banc parce que de temps en temps, il est en tribune avec Saint-Tron. Donc voilà, là aujourd'hui, on est en train de se dire, ce mec-là, il a 22 ans, il a toujours pas une vraie expérience au plus haut niveau. En Corée, il est toujours adulé, c'est toujours une petite star parce qu'il a son petit caractère, il a une petite gueule qui plaît bien surtout aux filles qui sont très férues d'idoles comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, sa carrière, elle est carrément au point mort à 22 ans. Et puis on a eu la même chose aussi avec Baek Sung-ho, sauf que Baek Sung-ho, lui, s'est rendu compte assez vite de sa petite erreur d'être allé à Girona une fois que le Barça lui a dit partir. Maintenant, il se retrouve en D2 allemande, et là, il enchaîne les matchs, il commence à jouer, donc lui, il commence à progresser. Mais Lee Sang-woo, c'est très inquiétant pour lui. C'est vraiment... Après, nous, on n'a pas eu encore... je touche du bois, mais de joueurs qui aient fait un transfert comme Deguchi ou Abe et qui se soient plantés. Alors on peut aussi citer Seo Kyung-jun qui est actuellement à 3 mais qui a bourlingué pendant longtemps en Europe avant même en ce moment il trouve pas un club où il est très performant. Mais on n'a pas eu ce transfert. Les Coréens soit ils partent très jeunes, soit ils sont un peu on va dire réticents à partir, comme Lee Jae-sung qui a tout gagné en Corée, qui était un des meilleurs milieux en Asie, mais qui voulait trouver le bon club pour lui. Voilà. Et il a un peu trop attendu, puis maintenant, il se retrouve en deuxième division allemande parce que voilà, à son âge, il fallait qu'il parte, il avait 26 ans. Et au moment de partir, il n'y a plus que la deuxième allemande les deux allemandes qui s'est ouvert à lui. Mais voilà, nous, on n'a pas les mêmes idées, les joueurs installés jeunes qui partent tout de suite. Voilà. D'ailleurs, un peu plus tard, parce que cette histoire de service militaire, toujours, voilà, qui bloque les joueurs une fois qu'ils ont un certain âge. Pour recentrer un peu le débat sur les sélections, la Corée et le Japon parvenaient à obtenir des performances correctes avec des majorités souvent de joueurs issus de leur championnat local. Est-ce que c'est amené à changer dans le futur ? Manifestement oui. Et surtout, du coup, est-ce que c'est amené à changer le style de ces sélections ? Alors pour parler de la Corée, je vais dire que oui, parce que aujourd'hui on a eu quand même j'ai un très grand ami Uli Stelike qui faisait pas du tout confiance aux joueurs étrangers, aux joueurs du championnat coréen, pardon, qui faisait plus confiance aux joueurs étrangers. On a maintenant Paolo Bento, j'ai oublié son prénom, Paolo Bento, qui lui fait pas non plus extrêmement confiance aux joueurs de la K-League, alors que je vais pas être méchant avec Nico, mais on a vu que sur les 2 derniers tournois de l'Est asiatique, quand c'est les sélections des joueurs évoluant essentiellement en Asie et en Corée et au Japon, la sélection coréenne était un cran au-dessus. Donc c'est que quelque part, il y a de la qualité dans le championnat coréen, il faut juste leur faire confiance et ne pas essayer de faire que avec des joueurs qui jouent en Europe et par moments qui jouent très peu. Alors là, je vais taper sur un joueur que j'adore, mais Kwon Chang-hoon, à un moment, ne jouait pratiquement pas, il était toujours appelé. Donc c'était, voilà, la caution Europe fait que on le prend. Et ensuite, on a des entraîneurs étrangers, donc ça, c'est pas le cas du Japon, mais la Corée met pratiquement un point d'honneur à avoir un sélectionneur étranger parce qu'il va leur amener le style de jeu à l'européenne. Alors ça, si quelqu'un arrive à me définir le style de jeu à l'européenne, voilà. Et donc, ces entraîneurs-là ne sauront pas comment manager des joueurs qui jouent en K-League, alors que c'est un style de jeu qui est complètement différent, et je trouve que ça les entre guillemets bride un peu. Alors il n'y a pas de mauvaise vanne, mais ça bride un peu ces joueurs-là qui sont obligés de jouer un peu contre nature,
Et voilà, finalement, on comprend un peu pourquoi ça marche pas. Ce qui donne cette sensation de brouillon qu'on a vu lors des dernières grandes compétitions, en fin de compte. À la Coupe du Monde, c'était surtout la dernière Coupe du Monde, la Corée venait de changer d'entraîneur, donc c'était un peu faisons le mieux possible. Mais globalement, ils se sont bien sortis parce qu'ils ont battu les Allemands. Mais c'est surtout quand ils sont en fait en Coupe d'Asie avec cette tactique de jouer à l'européenne, on voit un peu des joueurs un peu perdus. Parce que déjà ils jouent très peu ensemble, puis c'est un nouvel entraîneur qui veut poser le jeu, qui veut jouer calmement, alors que eux, ce qu'ils aiment bien et ce qu'on voit régulièrement, c'est jouer rapidement, jouer vers l'avant, courir un peu partout, et là on leur dit de jouer calme. Donc ça fait un peu tu le disais, contre nature. Voilà, c'est un peu contre nature. Et moi, personnellement, je suis pas très fan. Après, il faut s'habituer. Mais voilà, c'est une vision de vouloir jouer à l'européenne. Et puis ça, c'est c'est jeune maintenant. Parce que les Coréens qui sont arrivés en finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans ont le même style de jeu. C'est-à-dire que ça va commencer depuis très jeune à la sélection. Parce que Paulo Bento a demandé à ce que toutes les équipes sud-coréennes aient la même identité de jeu. Comme ça, tout le monde s'habitue tout de suite à jouer à l'européenne, entre guillemets. Et donc, ça va suivre ce mouvement-là. D'accord. Après, ça vaut ce que ça vaut. D'accord. Et Nico, du coup, même son de cloche pour les Samouraïs bleus? Alors oui, tu disais un petit peu que la situation était en train d'évoluer avec de moins en moins de joueurs de J-League ou de K-League et de plus en plus de joueurs européens. Alors c'est déjà le cas au Japon. Aujourd'hui, la sélection, si on prend vraiment tous les meilleurs titulaires indiscutables et tout, la sélection est largement constituée de joueurs européens et de moins en moins de joueurs de J-League et depuis déjà plusieurs années. Par exemple, la dernière Coupe d'Asie, c'était genre 80%, 20% en faveur de joueurs européens. Et il y avait quelques absents. Donc c'est vraiment que maintenant, aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment classique. Alors c'est vrai que pour le Japon, on n'a pas d'entraîneur, de sélectionneur plutôt européen. On a arrêté l'expérience avec Vaida Ilodzi qui ne s'était pas bien passé du tout. Juste avant la Coupe du Monde. Zaccheroni, oui, ça s'était beaucoup mieux passé par contre avec lui, c'est vrai. Et ça s'était aussi très mal passé par contre avec Javier Aguirre juste après la Coupe du Monde 2014. Ça c'était assez court. Mais c'est vrai que Vaid a été vraiment la plus mauvaise expérience. Depuis son départ, donc l'arrivée de Nishino puis de Moriyasu, c'est pas vraiment un style de jeu, peut-être un peu plus entre guillemets japonais. Mais on ne sent pas vraiment toujours une véritable identité de jeu. En fait, si on prend le Japon depuis une dizaine d'années, le plus beau style, entre guillemets, qu'on a vu de l'équipe, c'était pas avec un entraîneur japonais, c'était avec Zaccheroni, justement. C'était vraiment la période entre juste après la Coupe du Monde 2010 et jusqu'à 2014. Là, on a vraiment eu un très beau jeu pour le coup avec des joueurs qui étaient sur la pente ascendante, les Honda, Kagawa, Okazaki, etc. C'était vraiment la meilleure période. Et c'est vrai que depuis, ça ronronne un petit peu. Il y a eu la fin de la génération Honda, Kagawa, le renouvellement qui est en train de se mettre en place avec Nakajima, Osako, Minamino évidemment, qui reprennent le flambeau et maintenant on commence à voir les Kubo, etc. qui prennent de plus en plus de place. Mais c'est vrai qu'on ne sent pas vraiment encore un style de jeu net ces dernières années avec les entraîneurs japonais qui sont arrivés. Alors que c'était pourtant des sélectionneurs avec un certain CV au niveau de la J-League. Mais c'est vrai que les dernières prestations du Samurai Blues sont vraiment pas les plus inspirées que l'on ait pu voir depuis une dizaine d'années. C'était pas les performances en Copa América étaient pas moches à voir. Hein. C'était pas moche. L'équipe était très très particulière aussi à ce niveau-là. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient plus là aussi pour apprendre en vue des Jeux Olympiques de cette été. Ouais, exactement. Et c'est vrai que pour le coup, c'était une équipe avec des jeunes, mais aussi des éléments très expérimentés comme Okazaki, Kaoshima, tout ça. Et c'est vrai que c'était plutôt bien passé avec des Miyoshi qui avaient été très bons notamment. Mais c'était vraiment un peu une sorte de parenthèse un peu extraordinaire entre guillemets. C'est le quotidien en éliminatoire zone asiatique. Le travail est fait, mais le travail est fait vraiment de manière minimale et on ne sent pas vraiment encore
de pattes et de véritables leaders. Même si c'est vrai qu'avec l'éclosion de Minamino de cette saison, son arrivée à Liverpool, on verra si les prochaines années il va vraiment devenir la star, et puis Kubo, et puis les autres éventuellement. Oui, le job is done, ça, un peu le leitmotiv depuis quelques années avec ces deux-là qui font le minimum syndical. On a l'impression, alors qu'ils en ont sous la pédale, on le sait. Bon, messieurs, pour terminer ce podcast, au final, rapidement, pour résumer, quelles sont, selon vous, les perspectives pour ces deux pays dans le cadre d'une telle évolution ? Alors pour la Corée, je pense que ça peut être que bénéfique d'avoir le plus de joueurs qui vont en Europe, parce que forcément, si tu arrives à atteindre des bons clubs, je dis bien des bons clubs, c'est-à-dire pas finir en Croatie par exemple. Le Dinamo Zagreb est un très bon club, mais je suis pas sûr que de jouer dans un petit club de Croatie ça soit bénéfique. Mais arriver à atteindre ces clubs-là en Europe, les bons clubs, et être bon là-bas, ça peut être que bénéfique. Après, un joueur qui est très bon, par exemple Son Heung-min est bon avec Tottenham, mais il est pas bon avec la Corée du Sud. Celui qui me dit le contraire, il a jamais vu un match de la Corée du Sud. Donc c'est bénéfique pour le joueur, mais alors après il faut avoir des gens à la tête de cette sélection qui soient, je vais pas dire compétents, parce que je pense qu'ils sont compétents, mais qui comprennent et qui demandent aux joueurs de jouer simplement, de faire ce qu'ils savent faire et pas d'en faire trop. Wang Hee-chan est très très bon avec le Red Bull Salzbourg, avec la sélection, c'est énormément poussif. On a ce petit paradoxe encore en Corée, c'est-à-dire que les clubs sont bons, les joueurs peuvent être très bons en Europe, et en sélection ils sont pas bons. Et la sélection n'est pas exceptionnelle. Pour rappel, elle a rien gagné depuis 1960. Ça veut bien dire quelque chose. Mais on a quand même ces joueurs là qui arrivent en Europe et qui font des belles choses. On a beaucoup d'eux. Lee Kang-in, c'est un futur grand s'il continue sur sa lancée à être bon, à être patient, à apprendre et pas faire sa mauvaise tête comme j'ai pu le voir lors du tournoi de Toulon. Je pense que c'est positif, mais il faut que les fédérations réagissent dans le bon sens et pas en étant juste attentiste et se dire on a pris un entraîneur européen, ça va marcher. Non, un entraîneur européen, il est comme un entraîneur coréen, comme un entraîneur japonais, il peut être bon, il peut être pas bon. Et je suis pas sûr que Paulo Bento soit l'homme de la situation aujourd'hui en Corée du Sud pour développer cela. Il faut prendre quelqu'un qui va développer le football plutôt que de dire on joue à la passe à 10 derrière, on reste tranquille, on marque un but, on va pas en prendre 5, etc. Non, ça va pas aider les joueurs. Il faut quelqu'un qui ait une certaine idée de jeu, de vouloir faire progresser le tout, parce que c'est pas juste en disant l'objectif c'est de faire une bonne prestation à la Coupe du Monde. Non, il faut progresser. C'est un long travail. La Corée n'est pas un monstre du football mondial actuellement. Alors oui, en Asie, tout le monde dit c'est un ogre d'Asie. Un ogre d'Asie qui a rien gagné depuis 60, je le répète. En effet. Donc ça demande du temps. Les joueurs commencent à y aller en Europe. Donc allons dans ce sens-là, prenons des coachs, entraînons-les, formons-les et voilà. Très ça ira tout seul. D'accord. Allez, Nico, le mot de la fin pour toi. Eh bien, écoute, tu parlais un petit peu de cette évolution. C'est d'un point de vue de l'intérêt du championnat. Est-ce que vraiment l'intérêt du championnat, que ce soit pour le Japon ou la Corée, est de voir tous ces joueurs partir, ces joueurs de talent, j'entends, partir à 18, 19 ou 20 ans? Je suis pas certain. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver un peu entre le moment où les joueurs partent, dont leur intérêt est dans celui de la sélection, donc dans le futur, et aussi l'intérêt de leurs clubs actuels et du championnat actuellement. Si on a maintenant tous nos jeunes qui partent très rapidement, ça va rapidement poser un problème aussi au niveau de la qualité des championnats asiatiques, et c'est aussi ce qui donne envie aux jeunes, aux tout jeunes, aux enfants, je veux dire, de vraiment se lancer dans le football et tout. C'est pas seulement non plus, je veux croire que ce n'est pas seulement encore l'intérêt des stars européennes qu'ils aient envie de prendre un ballon et de jouer dans la rue. C'est aussi ce qu'ils voient. Au Japon, le football ne va pas de soi. C'est pas le sport numéro 1. Ce n'est pas le sport numéro 1, c'est le sport numéro 2 par contre. Mais c'est vrai que le numéro 1 est évidemment le baseball. Mais le championnat, la J-League, donc, garde quand même un bon développement. Mais pour que ce développement se poursuive, pour donner vraiment aux enfants l'envie de jouer au football, de progresser, de devenir professionnel et de faire progresser le football du pays dans son ensemble, il ne faut pas non plus que les joueurs partent trop tôt. Il faut aussi qu'ils donnent un petit peu, entre guillemets, au championnat avant
chance de partir évoluer s'ils ont le talent pour, évidemment, c'est la suite logique et personne ne leur reprochera. Mais il faut aussi qu'ils donnent un petit peu à leur championnat et le fait de les voir partir comme on est en train de voir pour la J-League à 18 ans ou 19, c'est quelque chose qu'on ne peut pas combattre, évidemment, c'est le sens un petit peu du football. Mais il faut réussir à les convaincre, il faut réussir à les garder. Cela, voilà, ouais. Juste pour rebondir, c'est un problème uniquement de J-League, parce que nous en K-League, ils partent pas à cet âge-là, c'est-à-dire que ceux qui partent, on les a jamais vus jouer en professionnel, parce que arriver en professionnel en K-League, c'est très tard. C'est les 20 ans, 21 ans, 22. Donc ça, c'est après vraiment l'université, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc en K-League, et même après l'université, ils restent assez longtemps sans jouer, certains. Donc ça, c'est vraiment un problème J-League, et en K-League, nous, on n'a pas le temps de les voir, donc qui partent plus tôt et qui progressent dans un environnement qui va les aider à progresser, parce qu'en K-League, on n'a pas forcément cette structure de jeunes encore bien implantée, encore bien forte. Donc voilà, ça c'est un bon truc. Nous après les jeunes, on les garde parce qu'ils ont le service militaire. Très bien, écoutez, merci messieurs, merci Baptiste de t'avoir retrouvé, ça faisait un petit moment, merci à toi. Merci à toi, toujours un plaisir. Et merci Nicolas pour cette première et qui va en appeler d'autres. Avec grand plaisir Simon, c'est quelque chose qui me tient à cœur, il n'y a pas de problème. On sera là encore pour vous parler de football d'Asie de l'Est. C'est super. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de l'AFC Corner. Salut les amis!